Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview Smile Entrepreneur. À chaque fois, je vous présente une entrepreneur de cœur avec qui je partage des valeurs et avec qui il y a une certaine complémentarité, voilà, des valeurs partagées comme je viens de le dire. Et aujourd'hui, je reçois Amélie de Duopreneur. Bonjour Amélie. Bonjour Marion, merci de me recevoir. Avec grand plaisir, je suis vraiment ravie que tu sois là. Vous allez découvrir un métier qui est parfois peu connu, qui a plusieurs noms, mais qui est vraiment pour moi un métier qui gagne à être découvert parce qu'il aide vraiment l'entrepreneuriat et à faire un entrepreneuriat justement écologique. Hein, vous allez voir qu'avec Amélie, on partage des valeurs où on n'est pas là pour se cramer sur son entreprise, faire une entreprise qui ne nous ressemble pas, justement, qui nous décalerait de nos propres valeurs, qui nous emmènerait dans de la fatigue. Voilà, on se retrouve vraiment là-dessus avec Amélie. Moi, j'interviens plus, ben, comme vous le savez, sur le côté l'humain, vous aider avec votre énergie, gérer votre énergie toute l'année, vivre plus en harmonie avec la nature, avec les saisons. Et Amélie, elle intervient plus justement sur l'entreprise en elle-même. Quelque part, la santé, l'écologie, l'énergie de l'entreprise, mais qui est liée à quoi? Qui est liée à la santé, l'énergie, la vision, les valeurs de l'entrepreneur. Donc, il y a un grand lien entre l'entrepreneur et l'entreprise et c'est ce qu'on va vous partager aujourd'hui avec Amélie. C'est ce lien qu'il y a entre nous. Donc, bah, Amélie, je vais te laisser présenter ton métier parce que tu vas le faire beaucoup mieux que moi, ton métier et ses spécificités, puis nous dire peut-être comment tu es arrivée là, à ce métier-là, en fait, au fil du temps. Au Et fil du temps. alors effectivement, moi le métier, je l'appelle duopreneur. Je vais vous expliquer pourquoi, mais c'est effectivement un métier qui est encore peu connu sur la scène francophone en tous les cas, qui est largement développé dans les pays anglophones et notamment aux États-Unis. Le métier, il porte plusieurs noms. Il peut s'appeler Online Business Manager, OBM pour faire plus court. Il peut s'appeler aussi COO en parallèle du CEO dans une entreprise. Il peut s'appeler intégrateur en parallèle du visionnaire dans une entreprise. Et moi, je l'appelle vraiment duopreneur parce que dans ma conception du métier, je suis une entrepreneur, mon client est un entrepreneur et ensemble, on forme vraiment un duo d'entrepreneur au service de la croissance de son entreprise. Donc, c'est vraiment ça, ma fonction, c'est de faire un duo de choc avec un entrepreneur. Et on sait que derrière chaque entrepreneur à succès, il y a en fait quelqu'un qui l'aide dans les coulisses pour qu'il puisse briller, porter son message, etc. Il y a toujours quelqu'un qui l'aide au niveau opérationnel. Ça a été le cas pour Walt Disney avec Roy Disney. Quelquefois, je plaisante en disant que je suis un peu un celebrity maker aussi, comme René était pour Céline Dion. Et ben c'est ça en fait. Je suis J'adore, dans ouais. les coulisses et j'aide mon client à briller, à déployer son message, à faire croître son entreprise. Donc, en fait, mon rôle auprès de mon client entrepreneur, c'est vraiment de m'assurer que les bonnes choses soient faites de la bonne manière, par la bonne personne, au bon moment et dans le respect des délais. Ça, c'est mon contrat pour mon client. Et c'est vrai que c'est un métier qui est peu connu parce que on est souvent confondu avec des métiers de support que sont par exemple les assistantes virtuelles. Alors, il y a des traits communs puisqu'effectivement, on est au service d'un client, on parle bien de délégation, mais on n'est pas dans l'implémentation de tâches, dans la réalisation de tâches comme peut l'être une assistante virtuelle. On est vraiment ce trait d'union entre la stratégie qui est portée par le client et l'implémentation qui est faite par l'équipe. On est en fait un niveau de management qu'on pourrait trouver dans une entreprise classique, sauf qu'on va travailler davantage pour des entrepreneurs du web ou pour des petites entreprises locales, mais en tous les cas des petites structures. Hmm. Et ce que j'aime bien dans ton métier, c'est que ça nous ramène à la réalité aussi de l'entrepreneuriat et de l'entrepreneuriat dans sa forme la plus visible, la plus concrète, la plus, on va dire, terre à terre, qui est l'organisation et qui est l'organisation vraiment de tout ce qui est effectivement moins visible, mais qui supporte, qui soutient et qui fait que tout roule, hein, en fait sur ce qu'on voit nous à l'extérieur. Mais en fait, c'est un peu dans le moteur quelque part, si on faisait une comparaison avec une Absolument. voiture. Nous, on voit, oh, la belle voiture, mais il faut bien qu'elle roule. Il faut que pour ça, il faut que tout fonctionne dans les rouages. Faut qu'il y ait le moteur, il faut qu'il y ait de l'huile, il faut qu'il y ait de l'essence, faut qu'il y ait...
Et c'est le côté un peu moins sexy, j'ai envie de dire, de l'entrepreneuriat, mais en fait, sans lequel il n'y a pas le côté visible. Donc, et j'ai envie de dire même ce que je trouve passionnant dans ton métier, et on peut même, je pense, se l'appliquer quand on est seul aussi, à se dire, il y a une part visible, une part invisible, il faut que je m'occupe des deux, ça va pas suffire, parce qu'avant de prendre quelqu'un comme Amélie, il y a évidemment des étapes, et puis on va grossir au fur et à mesure. Mais pourquoi j'ai voulu vous parler d'Amélie et de ce qu'elle fait, c'est parce que c'est aussi une prise de conscience chez les entrepreneurs qu'à un moment donné, on ne peut pas tout faire à l'intuition, on ne peut pas tout faire au feeling, il y a une structure. Et c'est comme un jardin, si on plante tout n'importe comment, les plantes vont se manger entre elles, vont se faire de l'ombre et tout. Il y a comme un écosystème, comme en permaculture, à l'intérieur de l'entreprise, entre le temps qu'on passe. Donc, bah, quand on est seul, on va diviser un peu en deux. On va se diviser une Amélie et une Marion, si on veut. Mais après, c'est un peu ça l'idée, c'est que en fait, vous allez avoir certaines tâches qui sont complémentaires à d'autres tâches, sans lesquelles il ne peut pas y avoir l'autre tâche aussi, et sans lesquelles vous ne pouvez pas aussi augmenter le nombre de choses que vous faites. Donc, Amélie, elle parle de termes, euh, ça peut être comme structurer, scaler, processer, Absolument. automatiser. Elle adore toutes ces choses-là. Donc, vous n'êtes pas dans le même vocabulaire que quand vous êtes dans l'univers de méditation et tout. Mais à un moment donné, j'ai remarqué justement en entreprenant depuis, moi, ça fait 13 ans que je suis à mon compte. Et en fait, il y a un grand besoin de structure et de structuration pour quand on veut aller plus loin. Parce qu'on peut tenir un certain temps d'une certaine façon, mais déjà, ça a des limites. Et puis aussi, il y a une écologie de l'entrepreneur derrière. C'est que tout ce que propose Amélie et qu'on apprend à faire au début seul, eh ben, ça permet de dégager du temps de l'autre côté, en fait, de s'alléger. Un truc, Totalement. Amélie, toi, tu me disais que j'avais noté qu'on avait échangé avant, que tu voulais que l'entreprise soit au service de la vie de l'entrepreneur et que l'entrepreneur puisse vivre de son entreprise aussi, qu'il ne soit pas tout le temps à courir après les tâches à faire, après un stress en fait. C'est exactement ça, hein. En fait, il faut vraiment voir l'entrepreneur comme un humain avec des besoins. Et, et à côté de cet humain, il y a une entreprise qui est en fait un système à part entière avec ses propres besoins. Et à un moment, il faut que les deux puissent collaborer ensemble et aller vers de la croissance, mais en respectant les valeurs de l'humain, la mission de l'humain, la vision de l'humain qui porte cette entreprise. Sinon, ça va faire un développement et une croissance bancale et même des équipes qui vont porter les projets qui seront moins efficaces, moins motivées, moins performantes parce qu'il y aura vraiment un désalignement entre la vision de la personne qui porte l'entreprise et les personnes qui sont là pour faire en sorte que cette vision soit matérialisée dans les actions. Donc, c'est vraiment important, effectivement, qu'on parte de cette vision première, de ce grand pourquoi de notre client et qu'on respecte aussi son rythme, c'est-à-dire que nous, on est naturellement porté vers l'optimisation, la performance, la croissance, les résultats, parce que ça fait partie des indicateurs aussi qu'on va suivre. On regarde si les actions fonctionnent, on suit les résultats, on décide d'indicateurs clés de performance, etc. Euh, mais on prend aussi en compte l'envie de notre client. On a des clients qui n'ont pas envie d'aller chercher le million d'euros, qui n'ont pas envie même d'aller chercher 100 000 euros. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin de personnes pour structurer leur entreprise, pour leur aider à avoir des fondations solides? Non, ça veut juste dire qu'il faut le faire différemment en fait, Mm. en respect de ce qu'ils souhaitent. Et effectivement, ce ne sera pas les mêmes actions, ce ne sera pas les mêmes systèmes, ce ne sera pas les mêmes process, pas les mêmes outils, mais peu importe, en fait, ce seront les outils qui fonctionnent, les systèmes qui fonctionnent, et on va faire ça à la mesure des besoins, En fait, il y a une même un grand facteur d'adaptation en fait dans absolument. votre métier. Oui, alors je pense vraiment que pour développer une entreprise, il faut qu'il y ait beaucoup de structures, de certitudes, d'objectifs, mais à un moment, il faut de la flexibilité et du chaos. Sinon, on tue toute la créativité
Et puis, on finit par avoir des entreprises et des messages qui sont déshumanisés parce que, ils se ressemblent un peu tous. Ah Donc, oui. oui, c'est très frustrant, effectivement, dans des fonctions comme la mienne qui aime que tout soit certain, planifié, anticipé. Et en même temps, on apprend à travailler avec notre client parce qu'on n'oublie jamais, en fait, qu'on forme un duo avec ce client et ce lien, il est fondamental, en fait. Mm. Donc ça permet de mettre de la mesure, de l'humanité, de l'amour, de la douceur, de la flexibilité dans notre relation qu'on peut avoir avec un client sans perdre de vue l'objectif, les chiffres et la réalité du terrain de toute manière. J'aime bien ce que tu partages parce que même quand tu as dit il y a l'entreprise et il y a l'entrepreneur, en fait, c'est vrai que à la fois il y a un travail à faire de lien entre les deux, comme on le disait au début, il faut que l'entreprise corresponde à l'entrepreneur, mais à la fois il y a un lien, un travail aussi de détachement. C'est-à-dire que je ne suis pas mon entreprise peut se Absolument. détacher de moi. Ça joue beaucoup, surtout quand on passe d'entrepreneur seul à commencer à faire une équipe et avoir une échelle. Il y a des moments où il faut voir les choses différemment. Et il y a beaucoup de choses dans ton métier, j'imagine, qui sont liées aussi à ce qu'on appelle le mindset, l'état d'esprit, la façon dont on voit les choses, où est-ce qu'on met des fois les blocages, j'y arriverai pas, c'est trop technique, voilà, tout ce qu'on pense et puis qui est vrai à un certain niveau. Et pour aller à d'autres niveaux, ben, faut passer au-dessus des certitudes pour en créer d'autres, voilà, peut-être, qu'on dépassera après. Et je trouve ça passionnant parce que c'est encore une fois, je refais ma métaphore, c'est un peu les mains dans le cambouis, ce que tu Absolument. fais. Oui, Et oui, on fait des tests et des erreurs et des ajustements très souvent. Euh, je veux C'est bien, exactement ça. En fait, nos clients, souvent, quand on travaille en tous les cas pour des entrepreneurs du web, un des modèles les plus courants, ce sont des entreprises qui portent le nom de leur créateur. Donc, l'entreprise va s'appeler prénom-nom du créateur parce qu'il est coach, il est infopreneur, il est thérapeute. Et en fait, il est très associé à son produit, à son offre, à sa formation, euh, parce que son entreprise porte son nom, en fait, c'est sa méthode, c'est son message. Et c'est compliqué, effectivement, pas vraiment de dissocier, mais un peu quand même de dissocier et en même temps de garder cet alignement et de faire en sorte que c'est mon nom, c'est mon entreprise, mais c'est une entreprise au service des autres, au service de ma vie. Dans mes étapes de croissance nécessaires pour cette entreprise-là, il faut que j'ai quelqu'un d'autre pour m'aider dans ma croissance. Donc, il y a des phases de croissance dans une entreprise et nous, on peut intervenir à des niveaux différents. Donc, il y a la première phase, c'est le démarrage, la phase de start-up où tu le disais très bien, l'entrepreneur, le créateur, il va faire tout. Il va être au four et au moulin, il va être à la fois dans ce qu'on appelle le front office, c'est-à-dire être visible, faire de la communication et dans le back office, régler les factures, saisir les factures, faire de la comptabilité, créer un tunnel de vente. Euh, et à un moment, il se rend compte que s'il veut développer son entreprise et porter son message encore plus loin et surtout ne pas partir dans des problèmes de santé, de burn-out, etc., il va commencer à déléguer. Donc souvent, la phase de développement la plus fréquente, c'est prendre une assistante virtuelle, commencer à lui déléguer des tâches. Donc, mais ça demande quand même qu'il y ait un premier niveau de fondation dans l'entreprise, de process aussi, pour expliquer comment on fait les choses, etc., pour que l'assistante se sente accueillie et aussi accompagnée dans ses missions pour qu'elle puisse donner le meilleur d'elle-même. Et puis, la croissance continue comme ça. L'entrepreneur prend goût à la délégation. Donc, il va prendre peut-être un community manager, quelqu'un qui va être responsable du succès du client, un webmaster, bref, n'importe quelle fonction. Et là, il se rend compte que sa douleur, en fait, elle est déplacée. Au début, euh, il avait trop de choses à faire. Il souffrait parce qu'il avait trop de choses à faire. Et là, il est content, il commence à déléguer des choses. Mais en fait, au lieu maintenant de faire les choses, il passe son temps à manager des personnes, à gérer des projets et gérer des personnes et gérer de l'opérationnel. Donc, en fait, sa douleur, elle a changé. Et c'est à ce moment-là que souvent, nous, on intervient parce que nous, on est des spécialistes de la gestion de projet, gestion d'équipe, gestion des opérations, suivi des résultats, et on est complètement dans notre zone de génie.
Donc, on prend en fait, il y a comme un transfert de leadership sur nous, même si effectivement, ben, le client, reste le visionnaire de son entreprise, etc., etc. Mais en tous les cas, il nous délègue une partie du leadership et lui peut de nouveau se reconsacrer à ce qu'il sait mieux faire, entretenir les liens avec sa communauté, créer des produits, créer des offres, faire preuve de créativité, nouer des relations avec des partenaires, etc., etc. Et après, ben, on arrive dans d'autres phases de croissance qui sont ce que tu as appelé scaler, qui est un pas très joli mot, de plus en plus utilisé pour parler d'expansion de l'entreprise, où on va effectivement mettre plus d'automatisation en place, rendre les choses plus récurrentes pour avoir de plus en plus de volume, de résultats, etc. Et après, il y a la phase d'optimisation où certains entrepreneurs ont comme envie, par exemple, des fois de vendre leur entreprise ou d'optimiser ce qui est déjà fait pour ensuite voir si on va de nouveau dans une nouvelle phase de croissance ou si on maintient les choses telles qu'elles sont parce que ça va complètement bien à notre client. Hmm. Je t'écoute attentivement parce que ça me fait vraiment penser de nouveau au côté du jardin. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, enfin, de la nature, hein, du vivant en général, et qu'il y a vraiment des étapes, il y a vraiment même des saisons, hein. Parce que moi, je parle beaucoup des saisons à ma communauté, et je parle beaucoup de la de la société qui nous parle tout le temps de la production, la production, la production, productivité, et aussi de l'initiation. Souvent, en entrepreneuriat, on est très dans l'initiation, c'est-à-dire le démarrage, le nouveau, le créer du nouveau, la création, produire, créer. Et en fait, je pense que dans ton travail que tu fais d'accompagner et d'agir, évidemment, etc., il y a aussi des phases où c'est plus on choisit, on fait des choix, justement, on discrimine qui ressemblent à l'automne, et puis des phases aussi d'introspection, de retour à soi en disant, attends, l'entreprise, elle est partie dans ce sens-là, est-ce que c'est OK? On continue par là, on recule un peu et on prend un petit virage léger parce voilà, on rectifie un petit peu pour réaligner aux valeurs. Et en fait, c'est important d'avoir une vision, moi je trouve, liée au vivant de l'entreprise. Même si on est sur des trucs de tâches, de process, de compta, de machin, de comment on fait les choses concrètement. Mais en fait, ça doit rester écologique dans le temps. Déjà aussi pour durer, parce que l'écologie, c'est aussi la notion de longue durée, hein. Et on peut pas être tout le temps comme ça, c'est pas possible. C'est ce que la société voudrait, mais ça crée le burn-out et l'entreprise non plus. L'entreprise, je pense qu'elle a ça, comme tu disais, elle a son rythme, elle a sa vie, elle a son identité, elle a ses saisons aussi. L'entreprise, il y a des activités qui vendent beaucoup à Noël, d'autres pas du tout, d'autres qui sont à fond en juillet août, d'autres qui sont quasiment fermées. C'est intéressant parce que ça me, ça résonne vraiment ce que tu partages avec la notion de saison et aussi dans ce que toi tu aimes faire. Je crois que tu aimes beaucoup apporter ce côté l'humain au centre, hein. Il y a vraiment quelque chose de toi, comment t'en es arrivé là et comment ça t'a plu de de devenir duopreneur? Euh, alors, mon cheminement, il a été surtout d'avoir envie d'être dans une fonction de service à des entrepreneurs. Et quand j'ai débuté mon entreprise en ligne, je ne connaissais pas ce métier-là d'OBM, Online Business Manager, intégrateur, peu importe comment on l'appelle. Et pour moi, c'était de l'assistance virtuelle. Donc, j'ai commencé comme ça, en me présentant comme assistante virtuelle. Mais en fait, je n'étais pas dans les cases d'assistant virtuel parce que faire une tâche pour faire une tâche, ça m'intéressait pas. Moi, je suis du style à le client pose à une demande, moi je pose 1000 questions en échange pour bien comprendre la demande, je fais des liens, je donne mon avis. euh, et en fait, c'est pas toujours ce qui est attendu par un Oui. client qui recherche une assistante virtuelle, même si évidemment elles sont bien évidemment encouragées à donner leur avis. Et donc j'ai eu des clients qui m'ont laissé cette chance de faire autre chose que juste de l'exécution de tâches et qui m'ont euh, déchargé des projets entiers, puis des gestions d'équipe, etc. Et en fait, à cette époque-là, j'habitais aux États-Unis. Et je me suis rendu compte que ce que je faisais là, c'était ce qui était connu aux États-Unis comme étant OBM in disguise. Ça veut dire des OBM, des Online Business Managers qui sont masqués, qui sont déguisés. C'est-à-dire que la profession était encore tellement méconnue que beaucoup de personnes se disent assistantes virtuelles,
font des tâches qui ne sont pas tout à fait des tâches d'assistante virtuelle, facturent à des tarifs d'assistante virtuelle et en fait ont beaucoup plus de responsabilités auprès de leurs clients dans leur mission, etc. Mais elles s'en rendent pas vraiment compte parce que ça n'a pas été exprimé ni conscientisé. Et c'est ce qui a été mon cas, quand on commence à comprendre qu'en fait, ce qu'on fait, ce n'est pas de l'assistanat virtuel, mais c'est du business management. Là, on commence à plonger dans tout ce qui est littérature sur la gestion d'entreprise, sur les systèmes, la systématisation d'entreprise, sur les process, etc. Et là, ça prend tout à fait, ça devient évident et ça prend une autre dimension en fait. Donc, Mm. je pense que c'est le cheminement de beaucoup de personnes qui sont dans des fonctions de service, de se Ouais. rendre compte que le métier qu'elles font, c'est pas tout à fait celui qui a été mis sur le papier, en tous les cas, au démarrage. Et je me rends compte que c'est aussi le cas aujourd'hui en France et dans les pays francophones où la profession est encore très peu connue, alors que celle d'assistante virtuelle est maintenant très répandue. Je me confronte effectivement à des assistantes virtuelles pour la plupart qui se disent: «Ah ouais, mais en fait, c'est ce que je veux faire» ou «Ah oui, c'est en fait ce que je fais déjà». Et après, elles évoluent tout naturellement sur des fonctions qui sont plus de l'ordre de fonctions managériales. Hmm. Et c'est intéressant ce que tu partages aussi sur, à l'intérieur d'une entreprise, il y a souvent des zones d'ombre. Tout comme à l'intérieur de l'entrepreneur d'ailleurs. En général, c'est au même endroit. On est un miroir souvent avec son entreprise. Et ce que tu partages, en fait, c'est il y a des fois un manque de clarté pour l'un comme pour l'autre. Enfin, et même pour toute l'équipe parfois sur cette personne, en fait, elle fait quoi exactement? Quelle est sa responsabilité exactement? Quelle est sa, tu vois? Et c'est intéressant ce que tu dis quand on recale et d'être bien clair sur, en fait, cette personne, effectivement, elle a plutôt cette responsabilité-là, ce degré de responsabilité, cette histoire de degré de responsabilité. Comme tu dis, on doit donner plus ou moins son avis, donc du coup prendre des décisions, parce que les responsabilités vont avec des décisions, voire un rôle de conseil parfois pour l'entrepreneur, etc. C'est pas pareil que juste dans des tâches exécutives, par exemple. Et donc c'est intéressant parce qu'en fait, ton métier, j'ai l'impression que c'est aussi Madame Clarté, enfin, qui pousse à la clarté dans tous les endroits, tu vois, de l'entreprise et de l'entrepreneur. C'est, bah, tu veux faire ça, mais pourquoi exactement? Parce qu'on va où? C'est quoi l'objectif? Est-ce que c'est cohérent avec tout le reste de ce qu'on est en train de faire? Est-ce que c'est écologique avec tout le reste de ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'on l'a pas déjà fait et qu'on peut le dupliquer? J'ai l'impression que c'est un peu ça, le côté. Ah, on a vraiment une technique d'entonnoir en fait. On va chercher sur quelle est la vision de notre client, quel est son grand pourquoi, qu'est-ce qu'il souhaite faire. Et ensuite, ça, c'est soutenu par des objectifs stratégiques sur une année, sur un trimestre, qu'on va travailler aussi avec notre client. Alors, quand je dis on va travailler, nous, on est surtout en miroir, comme tu le disais, toute la stratégie, toutes les décisions viennent de lui. On peut donner notre avis, on peut conseiller, mais on n'en est en aucun cas des stratèges. On est vraiment des gestionnaires, des chefs d'orchestre, des coordinateurs, mais on intervient quand même en miroir, Ouais, on est du haut, quoi. réception, en brainstorming. Donc, il a une vision, il a un grand pourquoi. Ça se traduit en objectifs stratégiques sur lesquels on se met d'accord en début d'année ou en début de chaque trimestre. Et ensuite, pour porter ces objectifs stratégiques, il faut mettre en place des projets qui vont être prioritaires sur les 90 prochains jours, les 3 prochains mois, les 6 prochains mois, etc. Et à partir du moment où on s'est mis d'accord sur peut-être, en fonction de la taille de l'entreprise, entre 3 et 7 projets prioritaires sur le trimestre, eh bien, mon rôle, c'est de m'assurer que chaque projet va être découpé en jalons, en tâches, en sous-tâches, et que chacune de ces tâches va être attribuée à une personne qui va en avoir la responsabilité et qui va devoir les réaliser avec des dates de réalisation. Je dois m'assurer que la personne qui doit faire cette tâche a tout ce qu'il lui faut pour faire cette tâche. Est-ce qu'elle a les consignes qu'il faut, le process qu'il faut, l'outil qu'il faut, l'encadrement qu'il faut, l'autonomie qu'il faut, ou alors est-ce qu'il faut aller chercher quelqu'un d'autre? Et effectivement, ça donne beaucoup de clarté à notre client parce que nos clients, ils sont visionnaires, ils sont créatifs et c'est ça qui est génial dans leur profil, c'est qu'ils ont mis l'idée à la minute. Et ils ont très souvent envie de mettre en place une nouvelle chose parce qu'il y a toujours ce syndrome de l'objet brillant ou parce qu'ils ont envie de faire les choses tout de suite, très vite, parce qu'ils commencent très vite, c'est leur manière de fonctionner.
Et nous, on est là pour dire, OK, je comprends ton avis. Voilà ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Voilà le périmètre dans lequel on est en train de le faire, l'équipe qui est là, le budget qui est consacré pour faire ça. Est-ce que tu penses que c'est le moment ou est-ce qu'on peut plutôt faire ça peut-être je ne dis pas qu'on ne va pas le faire, mais on va le faire le prochain trimestre ou OK, si c'est prioritaire, bah, où est-ce qu'on fait de la place? Est-ce qu'on va chercher d'autres personnes pour le faire? Est-ce qu'on va chercher un nouveau financement pour le faire? Et ça permet d'avoir une vue d'ensemble sur l'année, sur ce qui va se dérouler et de pouvoir en plus le mesurer en fait. Ça Hmm, permet souvent à beaucoup de clients d'aller au bout des choses hmm, parce que on fait aussi office de partenaire de responsabilisation en fait, puisque nous, on est là pour faire avancer la machine, lui rendre des comptes, mais on laisse toujours la porte ouverte à de la flexibilité. On a la chance de travailler dans des petites entreprises avec des créateurs géniaux qui sont à l'écoute aussi de leur audience. Euh, et donc, on évite les dérives, mais on peut aussi changer le plan en route parce que on s'aperçoit que l'audience réagit plutôt à ça qu'à ça. Donc, on va changer parce qu'on peut encore le faire et il faut laisser de la place à cette flexibilité et à cette liberté et un peu de fun aussi dans le business, même si on aime prévoir tout. ouais. Bah, je te remercie beaucoup, Amélie, pour tes partages parce que je pense qu'il y a besoin de structure dans le milieu de l'entrepreneuriat féminin, en tout cas, et qu'il y a une tendance à vraiment aller. Et moi, la première, hein, j'ai un côté très créatif, très intuitive, et ça ne suffit pas. C'est important qu'il y ait le yin et le yang. C'est pas où, hein, c'est comme en médecine chinoise, c'est comme ce que je vous partageais sur les 5 saisons, les 5 éléments, qui est toutes les énergies présentes et que pour que ça soit équilibré en fait, justement, comme tu disais, parce que la flexibilité, elle est possible si on a justement de quoi bouger les choses parce que c'est clair et c'est stable les fondations sont solides. Sinon, c'est pas de la flexibilité, c'est de l'instabilité quelque part. Tu vois, la nuance. Et j'aime beaucoup. Toi, en plus, là, tu continues à avoir tes missions hein, dans ton organisation et aussi tu as ton duopreneur. C'est une école, on peut appeler ça comme ça. En tout cas, c'est une formation quoi, pour les duopreneurs. Tu as ces deux casquettes parce que tu souhaites aussi garder, rester dans toi, dans la mission, tout en enseignant. C'est ça, hein, Absolument. ça te Euh, plaît. alors, je fais moins de missions en direct avec des clients parce que j'ai décidé de consacrer du temps cette année en particulier. Les années avant, je formais déjà, mais à une échelle moindre. Euh, et en fait, vraiment, ma mission aujourd'hui, c'est de faire découvrir ce métier-là sur la scène francophone et former des nouveaux talents qui peuvent répondre à ce besoin-là chez les entrepreneurs parce que au fur et à mesure qu'on explique quel est ce métier et que les entrepreneurs prennent connaissance de ce métier-là, au fur et à mesure, leurs besoins et leur envie d'avoir de tels profils dans leur entreprise grossit et on se rend compte qu'il des personnes pour faire ce métier-là sur la scène francophone en France ou en Suisse, en Belgique, etc. En tous les cas, en français. Donc, je forme effectivement des profils que moi j'appelle des profils de duopreneurs. C'est une formation professionnalisante, un programme professionnalisant sur un an qui forme des duopreneurs qui pourront ensuite accompagner dans des duos de choc leurs clients entrepreneurs. Et en fait, je parle bien de duopreneurs parce que les personnes qui passent par cette formation, par ce programme et les méthodologies que je leur partage sont complètement adaptées pour accompagner un entrepreneur du web, mais je me suis rendu compte qu'elles fonctionnaient aussi très bien pour accompagner un entrepreneur local, une TPE, une PME, un artisan qui a envie d'aller chercher plus de méthodologie, plus de croissance, plus de digitalisation aussi. Et en fait, ça fonctionne aussi pour ça. Donc, c'est pour ça que j'aime le audiopreneur parce que c'est pas connecté seulement online, même si on a une vraie spécialisation en digitalisation et qu'on est réputé pour ça. Et finalement, en fait aussi, ça veut dire que finalement, un système, c'est ce que je disais sur le lien entre ce qu'on partage et la nature, le vivant, c'est que les systèmes sont duplicables dans d'autres cas, en fait, hein. Quand tu as cette capacité comme toi à voir les choses en système, à les optimiser, à les penser de façon
globales, mais à la fois liées les unes entre les autres, hein. C'est une particularité de profil quand même que tu as et qui est une grande richesse. Et bien, du coup, ça peut s'appliquer effectivement à une méthodologie dans d'autres. Je suis pas surprise que tu me dises ça, quoi, que ça puisse s'appliquer dans d'autres domaines. Et tant mieux, ça laisse une ouverture justement aux gens que tu formes. Et ce que j'aime bien aussi, tu m'avais partagé le fait que toi, en tant que duopreneur aussi, tu peux donner ta propre couleur. Par exemple, décider que tu travailles plus pour des gens dans le bien-être. Parce que tu pourrais être, par exemple, travailler pour que des entrepreneurs qui sont dans la finance. Tu vois. Enfin, il y a vraiment une couleur de choix. Et c'est pour ça que toutes les deux, on connecte. Parce que toi, tu travailles plus, t'as plus travaillé avec des clients qui travaillent sur l'humain ou l'accompagnement, le coaching, c'est ça, le développement personnel, tous ces domaines-là. Complètement. En fait, on a cette faculté, cette capacité, cette possibilité de créer l'activité qui nous ressemble. Déjà parce que c'est aujourd'hui une profession qu'on ne fait pas en sortant des études, puisqu'il n'y a pas d'école pour faire ça. Donc, toutes les personnes qui passent par Diopreneur Academy ou toutes les personnes qui font ce métier-là sans être passées par l'académie et qui se sont auto-formées ou formées ailleurs, ont vécu plein de choses avant, ont eu des études différentes, ont eu des expériences salariales différentes, ont connecté avec différents clients sur différents secteurs d'activité. Et tout ça, eh ben, ça va venir teinter notre expérience. Donc, certaines d'entre nous, par exemple, moi, j'ai une expertise en marketing et ça vient vraiment agrémenter tous les services en opérationnel que je peux faire parce que je sais que j'ai ces compétences en marketing et que j'ai un vrai goût pour le marketing digital. Mais certaines d'entre nous ont par exemple un passé de juriste ou un passé d'expert comptable ou de chef des ventes. Et alors, elles seront beaucoup plus amenées à faire de l'intégration financière, euh, des tableaux de pilotage d'entreprise, des suivis de chiffres, des tableaux de bord prévisionnels, etc., en fonction de ce qu'elles vont faire. Donc, il y a vraiment un socle commun qui est gestion de projet, gestion d'équipe, gestion des systèmes et suivi des résultats. Et en fonction de qui on est, de ce qu'on sait faire, de ce qu'on a envie de faire, des opportunités qui se présentent à nous aussi par nos clients qui viennent nous apporter des projets sur un plateau, eh bien, on se forme en continu et on ne propose pas toutes les mêmes choses. Et puis certaines font un peu d'implémentation. Par exemple, certaines sont ultra douées sur un outil en particulier et elles vont aller sur de l'implémentation de cet outil-là ou de ce système-là. Et d'autres ne vont pas du tout être dans de l'opérationnel, vont rester dans du management ou alors vont aller plus sur un côté de conseil, de consulting en faisant de l'audit de système, par exemple, pour aider à la structuration. Donc, Hmm. on a cette possibilité, en fait, de faire un peu une offre qui nous convient. Et c'est ça qui est chouette. Et je pense que ça répond vraiment au marché actuel parce que les sociétés, elles évoluent tellement vite, en tous les cas dans le marché du business en ligne. Et puis, on se rend compte que nos clients traditionnels de business en ligne qui ont maintenant des grosses entreprises avec des grosses équipes, eh bien, en fait, ils vont plus tous dans la même direction. Certains ont envie d'aller vers de la décroissance. D'autres ont envie d'aller sur des business models mixtes, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus seulement envie de faire des produits digitaux, mais ils ont envie de faire des événements en présentiel, des livres, des conférences, des produits dérivés, des applications. Enfin bref, les métiers évoluent et les entreprises traditionnelles, c'est pareil. Elles ont envie d'aller chercher d'autres bassins de clientèle qui ne sont pas seulement des clientèles locales, donc elles vont élargir leur marché sur du digital. Et nos fonctions évoluent aussi vite que les besoins des entreprises. Ouais, il y a vraiment je reviens avec ce mot d'adaptation, c'est que vous vous adaptez et à la fois au marché, au contexte et aux entrepreneurs à chaque fois et à leurs projets et à ce qui bouge dans leurs projets aussi, dans leur entreprise, quoi. C'est Et exactement ça. Il y a un socle de méthodologie qui est oui, commun. Et ensuite, ça c'est intéressant. avec ce grand bagage-là, Hmm. on est avec Hmm. différentes demandes sur mesure. Et c'est vraiment pour moi ce que tu partages, c'est rigolo, c'est vraiment une métaphore de tout ce que je transmets aussi voilà, pour le coup, sur l'humain, les saisons et le corps, le souffle, l'esprit, parce que en fait, même, et ça joue aussi en tant qu'entrepreneur, on a tous nos spécificités, on vient au monde avec nos spécificités. Les entrepreneurs, c'est pareil, on a des spécificités. Moi, je viens du journalisme, par exemple. Donc là, quelque part, j'ai appris et aussi j'ai une appétence à voilà, faire des vidéos, interviewer, parler devant une caméra.
Et j'avais fait presse traditionnelle à l'époque, donc presse écrite, presse radio, presse télé. Et donc moi, des fois, peut-être les gens se disent, waouh, euh, enfin, ils voudraient être comme moi. Mais moi, comme toi avec ton marketing, moi, j'arrive avec cette casquette et d'autres entrepreneurs, moi, j'admire. Et en fait, eux, ils savent très bien faire justement le marketing ou une autre compétence, plus la compta et tout ça. Ils sont très forts. Mais avant, ils étaient peut-être justement dans un métier en entreprise et ça demandait beaucoup de savoir-faire de ce côté-là. Donc, on vient avec notre bagage et dans la vie, c'est pareil. Et donc, on en revient à ce qu'on partageait toutes les deux, c'est que c'est l'acceptation de plusieurs choses. C'est qui on est, ce qui est bon pour nous, qu'on va mettre dans notre entreprise. Et après, il y a l'acceptation que moi, je transmets dans ce que je fais, qui est aussi l'acceptation de ce qui se passe, de la vie, des changements. Les taoïstes disent, la seule chose qui ne change pas, c'est que tout change. Et des fois, en entrepreneuriat, on veut tout figer, on veut tout contrôler, même dans notre vie d'ailleurs, hein, il n'y a pas que dans l'entrepreneuriat. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans ton message, c'est que oui, une certaine structure, mais pourquoi? Pour pouvoir se connaître soi, implémenter qui on est nous dans une structure entrepreneuriale, où, voilà, il y a des bases, il y a des process, etc. Mais aussi pour pouvoir mieux s'adapter à tout ce qui va nous arriver, à tout ce qui va arriver à l'entreprise, arriver à l'entrepreneur, arriver dans la vie, arriver au lien entre l'entreprise et l'entrepreneur. C'est intéressant de le réfléchir. Je pense même en amont, c'est pour ça que je voulais faire cette interview avec toi pour faire connaître et puis pour qu'on ait cette conscience, même quand on est entrepreneur, qu'on est tout seul au départ de se dire tout ça est à vérifier avant même d'avoir une Amélie, pour quand on a une Amélie, pouvoir savoir ce qu'on est en train de faire, parce que sinon, à l'arrivée de quelqu'un duopreneur, ça va faire tout ça, parce que tu vas demander tout ça, il va falloir revoir toutes ces bases-là, j'imagine. Quand tu arrives, C'est c'est un ça, peu le, le la chamboule-tout. remise à plat. Le petit entrepreneur qui met ses documents sur le bureau avec aucun nom, et puis où là, il faut qu'il y ait trois personnes qui aient accès aux mêmes documents en même temps sans se court-circuiter, etc. Donc, pensons fondation, pensons tous les éléments de notre entreprise dès le départ, essayons de voir nos points forts, points faibles, lesquels on va pouvoir déléguer ou lesquels peut-être il faut se former aussi des fois. Moi, je trouve qu'en cheminant depuis 14 ans, il y a des choses où, certes, j'ai délégué certaines tâches, ou voilà, mais il y a aussi des choses où j'ai appris à me former même quand j'aimais pas trop. Et on apprend beaucoup aussi à se dire, en tout cas à se former pour savoir ce qui se passe. Parce que c'est comme pour la santé, quand on est un voile noir, il y a des endroits qu'on ne peut pas regarder, par exemple la digestion, ou beaucoup d'insomnie, ou tout ça. On ne peut pas regarder, on ne peut pas regarder, puis au bout d'un moment, ça nous saute au visage. Et j'ai entendu beaucoup d'histoires d'entrepreneurs, des fois, qui ne regardaient pas certaines zones, ça peut être la compta ou le marketing, ou même les clients. Des fois, les clients restent 2 ans de plus dans un programme si ce n'était pas prévu et tout. Et bien d'apprendre à regarder un petit peu partout, comme dans son camp, on regarde partout si tout va bien, c'est ce que tout va bien dans l'entreprise parce que c'est notre entreprise au final, quand même. Mm. C'est-à-dire que votre métier vous aide, mais gardons nos responsabilités. D'ailleurs, toi-même, tu es entrepreneur dans ta propre entreprise. Là, on fait un peu Inception, mais toi-même, tu as ce côté-là où tu as tous les pans de ta propre entreprise à gérer. Ouais. Et je pense que on revient à notre histoire de clarté, en fait, où c'est important d'être au clair avec ce qu'on est en train de faire, en fait, hein. Et, Absolument, mais alors je rigole intérieurement sur le fait qu'on doit aussi mettre de la structure dans notre propre entreprise, mais on est un peu comme aussi les cordonniers mal chaussés, hein. C'est très difficile de le faire pour soi et d'avoir ce regard extérieur que moi je peux apporter à mes clients, ça les aide en fait. Et oui, il y a beaucoup de chantiers à faire et oui, il y a des endroits où notre client fait l'autruche. Mais on va y aller par étapes en fait. On va pas tout mettre en chantier d'un coup, sinon c'est pas possible, on fait exploser la machine. Donc on va, euh, on va aller par étapes. Et je rejoins sur autre chose. Tu as beaucoup parlé de se connaître, de connaître ses valeurs. Et effectivement, c'est fondamental parce que je forme un duo avec mon client. Donc, pour certains, on va collaborer sur du très long terme. On va se voir tous les jours, enfin pas pour de vrai, mais en virtuel, par Zoom ou autre. On va se parler tous les jours sur des mois entiers, des années entières. Euh, et puis pour d'autres, c'est plus rapide. C'est sur un projet avec un début, une fin. On va travailler sur un projet très, très petit qui va durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, peu importe. Mais en tous les cas, ce qui fait qu'une collaboration fonctionne, c'est qu'à un moment, on se rejoint sur des valeurs communes. Donc, ça fait partie aussi des choses sur lesquelles il faut s'interroger quand on démarre ce genre de collaboration. Est-ce qu'on partage des valeurs communes? oui, très Euh, important. est-ce que je partage aussi la mission de mon client?
Oui, et la vision de mon la client. Est-ce vision. que lui partage mes valeurs? Est-ce que moi, je partage ses valeurs? Sinon, à un moment, ce duo ne va pas fonctionner, en fait. Hmm. Et c'est presque en fait un duo au départ qu'on forme avec soi. Bah, c'est ce que je disais, c'est qu'on forme avec soi-même, mais du coup, il y a une nécessité de clarté soi au départ, parce que sinon, on n'a pas de clarté face à sa collaboratrice duopreneur. Et du coup, comme tu dis, ça ne peut pas fonctionner sur du faux. Donc, il y a un chemin entre soi et soi à faire et qu'on fait fatalement en tant qu'entrepreneur parce qu'on va être confronté à plein de choses. C'est assez initiatique, l'entrepreneuriat. On va voir les zones d'ombre, on va voir justement, mais en fait, qu'est-ce que je veux au fond? Et ce travail dont tu parlais de qu'est-ce que je veux au fond, la vision, quelle est ma vraie vision, pas celle que j'ai vue sur Instagram de machin bidule, pas celle qu'on m'a dit qu'il fallait que je fasse. En fait, qu'est-ce que moi je veux vraiment? Parce que, et j'en parlais avec le groupe de femmes entrepreneurs que j'ai là les pulsations, en fait, il y a des moments où il faut y aller, il faut dépasser ses limites, il faut dépasser ses peurs et tout. Donc, pour une vision que je porte et à laquelle je crois, ok, je vais consentir à certains efforts, certaines choses parce que j'y crois. Donc, ça va me porter. Pour un truc où je crois moyen et tout, le chemin va être plus que long. Il va être difficile et difficile à transmettre. Parce que, en fait, quelque chose auquel on croit, ça marche pour nos clients, mais ça marche pour notre équipe aussi. Si on y croit, les gens y croient avec nous, puis les gens croient à quelque chose de clair, puisque nous, on est clair, les gens voient qu'est-ce que c'est clairement. Alors que si nous, on sait à moitié pas où on va, ils sont dans le bateau, ils ne savent pas où on va non plus, que ce soit les clients ou l'équipe. Donc, c'est important tout ça, ce que tu dis, Amélie. Et je pense que c'est important de le faire dès le départ, même avec soi tout seul, parce qu'en fait, du coup, au début, bah, on est tout le monde dans le bateau, c'est nous tous les, toute l'équipe au départ, tu vois. Mais du coup, d'être clair entre soi et soi, parce que des fois, on découvre des trucs qu'on se laisse quelque part à soi-même. Oh, mais j'ai laissé tout en bazar dans tel endroit, et après, on le laisse à qui? À nous-mêmes au départ, hein. Donc après, quand on aura quelqu'un, bah, ça sera à quelqu'un de l'équipe. Mais finalement, c'est la même chose, en fait, c'est de ne pas laisser, voilà, au maximum d'essayer enfin, de rendre écologique et clair toute cette histoire-là. Je pense on avance plus sereinement. En tout cas, c'est ce que je voulais transmettre comme message en t'interviewant ou en tout cas te faisant partager ton cheminement. Merci Amélie. Est-ce qu'il y avait des choses que tu voulais rajouter pour conclure ou que tu aurais envie de dire peut-être aux entrepreneurs Euh, ou soit qui démarrent, soit qui ont hésité à prendre quelqu'un, tu vois, surtout cette réflexion de duopreneur et de se développer dans le temps. Alors, moi, souvent, ce que je pose comme question à un client quand on réfléchit à la structuration de son équipe, au développement de son équipe, c'est quelle est la première personne que tu veux embaucher? Donc, très souvent, il arrive avec une fonction. Alors après, on retravaille pour être certain que la fonction qui est là, répond vraiment à des missions qu'on veut lui confier. Et après, je pose systématiquement la question, et après cette première embauche, qui est-ce que tu veux embaucher? Pour vraiment être dans une optique de délégation, de croissance d'équipe et surtout de réfléchir à la manière dont on va faire les tâches après ça pour se dire que, et après, un jour, ça va être quelqu'un d'autre qui va les faire. Donc, c'est important que je me regarde en train de les faire pour pouvoir après les expliquer à quelqu'un, faire en sorte que ce soit à chaque fois optimisé et de plus en plus efficace. Hmm. Wow. Et après, et aussi, l'autre question que j'aime poser, c'est et si demain, tu as 100 fois plus de clients qu'aujourd'hui, ou même ça peut être 10 fois plus, quelquefois ça prend des proportions incroyables, est-ce que tu es prêt à les accueillir? Et là, très souvent, la réponse, elle est non, mais c'est pas grave, c'est normal. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait pour être prêt à accueillir ces 10 fois plus de clients, ces 100 fois plus de clients après-demain? Qu'est-ce que je mets en place? Et là, tout d'un coup, on commence quand même à avoir une vision plus précise de ce qui fonctionne, de ce qui fonctionne pas, de ce qui est à faire en priorité. Parce que c'est une bénédiction d'avoir 10 fois plus de clients, mais quelquefois, C'est un c'est un cauchemar. chaos assuré, c'est un cauchemar assuré si on n'y a pas pensé. Et en se posant juste des questions qui sont très simples comme ça, en fait, on se rend compte que oui, il y a Wow. des choses à faire dans mon entreprise. Oh, merci pour ces deux éléments de fin et je vois vraiment ce côté anticipation, effectivement, que je trouve vraiment très puissant dans ce que tu as partagé. Et qui dit anticipation dit arrêter aussi d'entreprendre dans l'urgence. Dans le je fais ça avant ce soir minuit et machin, et demain, bah demain je fais le truc de pourquoi je sais plus, c'est noté, etc. Mais vu du ciel, pouvoir s'extraire avec ces questions que tu viens de nous poser déjà, là, c'est des pépites de voir son entreprise autrement et de voir plus loin.
en fait. Parce que voir plus loin nous fait nous dire qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour y aller. Et c'est hyper puissant. Oui, Merci complètement. Amélie, c'était génial Merci de Marion pour t'avoir. ce Merci partage. d'avoir partagé tout ça. Et puis, vous pouvez retrouver Duopreneur ou Amélie. Je vous mettrai les liens sous la vidéo, hein, comme ça, si vous voulez aller la voir sur Instagram ou etc., tous ces espaces qu'elle va m'indiquer. Et puis, ben, merci à toi, Amélie, vraiment. C'est Marion. Un plaisir d'échanger avec toi. Un grand plaisir. À bientôt, tout le monde. Au revoir.